Ma famille m'ont traité comme un échec et ont donné des cadeaux à tout le monde sauf à moi. Mais quand j'ai posé un acte de propriété sur la table, révélant que je possédais leur maison, la pièce est devenue silencieuse. Ils pensaient que j'étais revenu pour être leur distributeur de billets, mais je suis revenu pour révéler un empire qu'ils ne pourraient jamais toucher. Je m'appelle Savannah Wright et depuis 7 ans, j'existe dans les espaces entre le code binaire et les lignes électriques à haute tension. Pour le monde extérieur à mon bureau de Seattle, je suis un fantôme. Pour le secteur de l'énergie, je suis la personne que l'on appelle lorsque le réseau est sur le point de s'effondrer sous le poids de sa propre inefficacité. Ma vie est définie par l'optimisation, par l'élimination impitoyable de la redondance et par l'accumulation d'un pouvoir silencieux. Je ne publie pas sur les réseaux sociaux. Je n'assiste pas à des galas. Je m'assure simplement que lorsque la moitié du pays appuie sur un interrupteur, les lumières s'allument. C'est une invisibilité lucrative. Mes comptes bancaires sont pleins. Mon emploi du temps est hermétique. Et ma patience pour l'inefficacité est inexistante. Il était 2 heures du matin un mardi lorsque le passé a tenté de se frayer un chemin dans mon présent. J'étais debout devant un mur d'écran, regardant un algorithme prédictif acheminer les charges de puissance pour une ville de taille moyenne du Midwest lorsque mon téléphone personnel a vibré contre la vitre de mon bureau en acajou. Le numéro était familier, un fantôme d'une vie que j'avais chirurgicalement retirée. C'était ma tante Linda. Elle était la diplomate de la famille, celle qui enrobait chaque remarque toxique d'une couche de miel si épaisse que vous ne réalisiez pas que vous aviez été empoisonné avant d'avoir déjà avalé. J'ai laissé sonner 3 fois avant de répondre. Je n'ai pas dit bonjour. J'ai juste écouté. Sa voix était haletante, un peu trop aiguë, feignant une joie qui me retournait l'estomac. Elle m'a dit que ça faisait trop longtemps. Elle m'a dit que Noël approchait et que la maison semblait vide sans toute la famille. Elle m'a dit que mes parents me manquaient. Puis est venue l'accroche. La seule partie de la conversation qui était réellement vraie. Elle a dit que maman et papa voulaient arranger les choses, qu'il y avait une affaire familiale importante dont ils devaient discuter, et que cela signifierait tout pour tout le monde si je rentrais à la maison. J'ai mis le téléphone en sourdine et j'ai regardé les lumières de la ville en dessous de moi. Arranger les choses, c'était un mot amusant pour ça. Dans le bon dictionnaire familial, arranger était un synonyme de refinancement. Je savais exactement ce qui se passait. J'avais fait une vérification de crédit rapide sur mes parents il y a 3 jours, une habitude que j'avais développée pour garder un œil sur les dommages collatéraux potentiels. Leur hypothèque était sous l'eau, et la dernière entreprise de ma sœur venait de se dissoudre dans une flaque de procès et de créances irrécouvrables. Ils ne voulaient pas d'une fille. Ils voulaient un événement de liquidité. En grandissant, j'étais la variable de l'équation qui ne cadrait jamais tout à fait. Ma sœur, Tiffany, était la constante. Elle était le soleil, brûlant de 1000 feux et bruyamment, exigeant la gravité de tous ceux qui l'entouraient. J'étais la difficile parce que j'étais silencieuse. J'étais l'ingrate parce que je préférais construire des circuits imprimés dans le garage plutôt que de parader dans des pulls de Noël assortis. Il m'appelait froide. Il m'appelait distante. Il disait que je manquais de la chaleur qui fait d'une maison un foyer. Ce qu'il voulait vraiment dire, c'est que je manquais de la souplesse nécessaire pour être moulé en un accessoire pour leur portrait de famille parfait. J'ai réactivé le son du téléphone. J'ai dit à tante Linda que je serais là. Je n'ai pas promis de chaleur. Je n'ai pas promis de pardon. J'ai simplement promis des cadeaux. J'ai passé les 48 heures suivantes à me préparer. Non pas comme une fille rentrant à la maison pour les vacances, mais comme une PDG se préparant à une OPA hostile. Je suis allé dans une boutique du centre-ville de Seattle qui n'avait pas d'enseigne. J'ai acheté des cadeaux qui étaient des armes de guerre de classe. Pour ma mère, un châle en cachemire qui coûtait 1200 $ mais qui ressemblait à de la simple laine grise pour un œil non averti. Pour mon père, un stylo plume vintage qui nécessitait un niveau d'entretien qu'il ne fournirait jamais. Pour Tiffany, un délicat bracelet en argent qui était de bon goût, discret et complètement invisible à côté des bijoux fantaisie criards qu'elle adorait. J'ai fait ma valise avec précision. Pas de logo, pas de tape à accent grave-l'œil. Mes vêtements étaient ajustés, sombres et chers d'une manière qui chuchotait plutôt que de crier. Je voulais qu'il me regarde et ne voie rien d'autre qu'une femme modeste et ennuyeuse qui travaillait probablement dans le support informatique et vivait dans un studio. Je voulais qu'il me sous-estime. C'était le seul avantage dont j'avais besoin. Le trajet jusqu'à l'ancienne maison a duré 4 heures.
Les routes serpentaient à travers des forêts de pins qui me faisaient me sentir petite, mais maintenant elles ressemblaient juste à des actifs forestiers. J'ai éteint la radio et j'ai conduit en silence. Je devais calibrer mon esprit. J'ai établi un ensemble de règles pour moi-même, les répétant au fur et à mesure que les kilomètres défilaient. La règle numéro 1 était de ne jamais s'engager dans une dispute qui n'avait pas de marge bénéficiaire. La règle numéro 2 était de ne fournir aucune information sur ma vie personnelle. La règle numéro 3 était de tout observer. Je me souvenais du dernier Noël que j'avais passé là. J'avais 22 ans, fraîchement sorti de l'université, noyé sous des prêts étudiants que mes parents refusaient d'aider à payer parce qu'ils venaient d'acheter une nouvelle décapotable à Tiffany. Ils s'étaient assis autour de la table en se moquant de mon diplôme, me disant que j'aurais dû étudier quelque chose de pratique, quelque chose avec un avenir. Ils m'avaient offert un ensemble de torchons de cuisine. Je me souvenais de la honte brûlant dans ma poitrine, chaude et étouffante. Mais je n'avais plus 22 ans. À mi-chemin, un souvenir a refait surface, clair comme de la glace. C'était quelque chose qu'un professeur m'avait dit pendant ma 3e année. Juste après avoir échoué à obtenir un stage que je désirais désespérément parce que j'étais trop maladroite à l'entretien. Il m'avait regardé, tapotant son stylo sur mon bureau, et avait dit que je devrais arrêter d'essayer d'être vu. Il m'a dit de construire quelque chose qu'il ne pourrait pas ignorer. J'avais pris ce conseil à cœur. J'ai construit Northlight Gridworks. J'ai construit un système propriétaire qui gérait la distribution d'énergie pour 3 États. J'ai construit un portefeuille d'actifs qui pourrait acheter tout le quartier de mes parents sans liquider une seule action. J'avais construit une forteresse. Et maintenant, je conduisais cette forteresse directement aux portes des gens qui pensaient que je vivais encore dans une tente. Je me suis garé dans la longue allée juste au moment où le soleil d'hiver commençait à descendre sous l'horizon. La maison semblait plus petite que dans mon souvenir. La peinture s'écaillait légèrement sur la rampe du porche. Un détail que j'ai immédiatement noté. Il y avait 3 voitures dans l'allée, y compris le VUS en leasing de Tiffany. J'ai garé ma berline de location tout au bout de la rangée, ne bloquant personne, prenant le moins de place possible. J'ai vérifié mon reflet dans le rétroviseur. Mon visage était un masque d'indifférence polie. J'ai tendu la main vers le siège passager et j'ai pris ma pochette. C'était du cuir noir, sans marque. À l'intérieur, bien à l'abri derrière mon téléphone et un tube de rouge à lèvres, se trouvait une fine enveloppe couleur crème. Ce n'était pas une carte de Noël. Ce n'était pas un chèque. C'était un document que j'avais finalisé avec mon équipe juridique il y a 7 heures. C'était le seul cadeau que je voulais vraiment offrir. Il voulait parler de l'avenir du domaine familial. Il voulait discuter de questions importantes. Eh bien, j'étais prête à en discuter. Je suis sorti de la voiture, le gravier crissant sous mes bottes, et j'ai marché vers la porte d'entrée avec l'enveloppe brûlant un trou dans mon sac. Je revenais en tant qu'étrangère, mais au moment où je partirais, il saurait exactement qui j'étais. Debout sur le porche avant, avec le vent froid de décembre me mordant les joues exposées, j'ai senti le poids familier de la maison peser sur moi avant même d'avoir touché la poignée de porte. C'était une sensation physique, une lourdeur dans la poitrine que j'associais à cette adresse depuis aussi longtemps que je me souvienne. On dit qu'on ne choisit pas sa famille. Mais mes parents avaient certainement choisi leur enfant. Ils ne m'avaient simplement pas choisi. J'ai fermé les yeux une brève seconde, permettant au fantôme du passé de traverser la porte fermée. Ce n'était pas un seul événement catastrophique qui nous avait séparés. C'était 1000 petites coupures, une lente accumulation d'indifférence qui m'avait finalement vidé de mon sang. Je me suis souvenu de l'année de mes 16 ans. Mon anniversaire tombait 2 semaines avant celui de Tiffany, une erreur de programmation de l'univers qui assurait que mon existence était toujours un prélude à l'événement principal. Cette année-là, mes parents ont organisé une fête dans le jardin. Ils ont invité leurs amis, leurs partenaires commerciaux et les voisins qu'ils voulaient impressionner. C'était soi-disant pour moi, mais la bannière accrochée au-dessus de la table du patio était faite de vinyle recyclé d'un barbecue du 4 juillet, et le gâteau était au chocolat, ce qui était le préféré de mon père, pas le mien. Je détestais le chocolat. Quand est venu le moment des cadeaux, ma mère m'a tendu une petite boîte lourde emballée dans du papier de grand magasin. À l'intérieur se trouvait un nécessaire de couture. Elle avait souri de ce sourire public et crispé qui était le sien, et avait dit aux invités qu'elle espérait que cela m'aiderait à être plus domestique, à réparer les trous de mes jeans au lieu d'avoir l'air d'une vagabonde. 2 semaines plus tard,
Pour l'anniversaire de Tiffany, ils lui ont acheté une voiture. C'était une berline d'occasion, mais elle était polie à la perfection et enveloppée dans un énorme ruban rouge. La différence n'était pas dans la valeur monétaire, bien que l'écart entre $20 et $5000 soit significatif. La différence était dans l'attention. Ils avaient écouté Tiffany se plaindre de devoir marcher jusqu'à l'école. Ils l'avaient entendu. Quand je parlais, mes mots semblaient se dissoudre dans l'air avant d'atteindre leurs oreilles. Ils avaient des étiquettes pour nous, collantes et impossibles à décoller. Tiffany était la star, la socialité, la fleur fragile qui avait besoin d'être arrosée. J'étais la mauvaise herbe qui poussait à travers les fissures du trottoir. Ils m'appelaient maussade parce que je lisais des livres pendant les dîners. Ils m'appelaient bizarre parce que je préférais démonter le grille-pain pour voir comment fonctionnaient les éléments chauffants plutôt que de discuter du divorce des voisins. Ils m'appelaient peu pratique. C'était leur mot préféré pour moi. Peu pratique pour survivre. J'ai trouvé des poches d'air à l'extérieur de la maison. Mon sanctuaire était le laboratoire d'informatique du lycée. Une pièce sans fenêtre qui sentait l'ozone et la cire à parquet. Là, les règles avaient un sens. Si vous écriviez le code correctement, le programme fonctionnait. Si vous soudiez le circuit parfaitement, la lumière s'allumait. Il n'y avait pas de politique, pas de favoritisme et pas besoin de sourire pour obtenir un résultat. J'ai rejoint le club de robotique, non pas parce que je voulais des amis, mais parce que je voulais avoir accès à l'équipement. J'y ai passé des heures, bien après que les concierges aient commencé à passer la serpillière dans les couloirs. Je me suis souvenu d'avoir remporté le concours scientifique de l'État lors de ma 3e année. J'avais construit un système de suivi solaire rudimentaire qui augmentait l'efficacité des panneaux de 15%. C'était une réussite massive. Je suis rentré à la maison avec le ruban bleu surdimensionné et un certificat promettant une bourse de $500. Je suis entré dans la cuisine débordant d'une fierté rare et fragile, prête à leur montrer que leur fille peu pratique avait fait quelque chose de réel. Ma mère était à l'îlot de cuisine en train de consoler Tiffany parce qu'elle n'avait pas été sélectionnée pour l'équipe de cheerleading de l'école. Mon père était au téléphone en train de faire les 100 pas. J'ai posé le ruban sur le comptoir. Ma mère y a jeté un coup d'œil, m'a tapoté la main sans me regarder et m'a demandé si je pouvais aller au magasin acheter de la crème glacée parce que Tiffany avait besoin d'être réconfortée. C'est à ce moment-là que le ruban est devenu un déchet pour moi. Je l'ai jeté dans la poubelle du garage en allant chercher la crème glacée. Je ne leur ai jamais parlé de l'argent de la bourse. Je l'ai mis dans un compte d'épargne dont ils ignoraient l'existence. Ce compte est devenu mon plan d'évasion. J'ai chassé les bourses d'études avec la concentration prédatrice d'un animal affamé. J'ai écrit des dissertations jusqu'à ce que mes doigts me fassent mal. J'ai maintenu une moyenne de 4.0, non pas pour la gloire, mais parce que c'était une monnaie. Je devais acheter ma liberté. Lorsque j'ai reçu une bourse complète pour une grande université d'ingénierie à 3 États de là, la réaction à table a été décevante. Mon père a demandé si l'ingénierie était un travail de femme. Ma mère a demandé qu'il aiderait à installer les lumières de Noël si j'étais parti. Le souvenir le plus douloureux, celui qui piquait encore si je me laissais le toucher, s'est produit juste avant mon départ. C'est la seule fois où j'ai vu une fierté sincère dans leurs yeux dirigés vers moi. Mais c'était un reflet. Tiffany avait lancé un blog. Elle voulait devenir une influenceuse lifestyle. Des années avant que ce ne soit une carrière viable pour les masses. Elle était désespérée avec le côté technique. Elle ne pouvait pas formater les photos. La mise en page était un gâchis et le site n'arrêtait pas de planter. Elle était en larmes, faisant une crise de colère qui faisait trembler les murs. Mes parents m'ont supplié de l'aider. Utilise ton truc d'ordinateur, ont-ils dit. Répare ça pour ta sœur. Alors je l'ai fait. Je suis resté debout 3 nuits d'affilée à réécrire le HTML, à optimiser le chargement des images et à lui construire une mise en page personnalisée qui avait l'air professionnelle et élégante. Quand je leur ai montré le produit fini, mon père m'a tapé sur l'épaule. Il m'a dit que j'étais une bonne sœur. Il m'a dit que maintenant, Tiffany pourrait vraiment briller. Ils étaient fiers de moi, mais seulement parce que je m'étais rendu utile pour leur enfant chéri. Je n'étais pas l'artiste. J'étais le chevalet tenant la toile. Quand j'ai fait ma voiture pour partir à l'université, ils ont traité cela comme une phase. Ils ont dit aux voisins que je traversais une période de rébellion et que je reviendrais une fois que je réaliserais à quel point le monde réel était difficile.
Ils s'attendaient à ce que j'échoue. Ils s'attendaient à ce que je revienne en rampant, demandant un prêt, demandant mon ancienne chambre, demandant à être réabsorbé dans l'organisme familial. Je ne l'ai jamais fait. J'ai cessé d'appeler en premier. J'ai réalisé que si je ne décrochais pas le téléphone, le silence s'étirerait pendant des mois. La seule fois où mon téléphone sonnait, c'était quand ils avaient besoin de quelque chose de technique à réparer, quand ils avaient besoin de se plaindre d'un parent ou quand ils voulaient savoir si je pouvais prêter un peu d'argent à Tiffany parce qu'elle était entre deux salaires. Je n'étais pas une fille. J'étais une ligne d'assistance technique avec un portefeuille. Alors, j'ai coupé le cordon. J'ai changé de numéro et n'ai donné le nouveau qu'à tante Linda, la seule personne qui m'ait jamais glissé une part de gâteau supplémentaire ou m'ait demandé comment aller à l'école sans regarder sa montre. Il me manque parfois d'une manière viscérale et biologique. L'idée de me manque. La famille qui existait dans les publicités et les films de Noël me manquait. Mais le sentiment d'être invisible dans une pièce pleine de gens ne me manquait pas. Maintenant, de l'autre côté de cette porte, je n'étais plus la fille qui réparait des sites web pour approbation. Je n'étais plus l'adolescente qui se cachait dans le laboratoire d'informatique. J'avais construit une vie à partir des choses mêmes dont ils se moquaient. J'avais transformé mon obsession peu pratique en un empire. J'ai touché à nouveau l'enveloppe dans mon sac, sentant le coin pointu du papier à travers le cuir. Je n'étais pas ici pour crier. Je n'étais pas ici pour pleurer ou pour énumérer chaque grief de 1995 à aujourd'hui. Ce serait inefficace. Cela leur donnerait du pouvoir. J'étais ici pour leur montrer le résultat de leur négligence. Ils voulaient voir ce qu'était devenue la fille maussade et bizarre, très bien. Je leur montrerai. Mais cette fois, je ne demandais pas une place à la table. J'achetais le bâtiment. J'ai pris une profonde inspiration, inhalant l'odeur de pain et de fumée de bois, et j'ai poussé la porte. Le monde connaît Northlight Grid Works comme une entreprise d'infrastructure ennuyeuse. Le genre d'entité que vous faites défiler dans la section des affaires parce que les titres sont remplis de mots comme sous-station, équilibrage de charge et latence du réseau. C'est voulu. Nous sommes la plomberie du monde moderne. Lorsqu'une vague de chaleur frappe le Texas ou qu'un blizzard enterre New York, mon code est la main invisible qui décide où va l'électricité. Je suis la directrice de l'architecture des systèmes. Un titre qui semble assez sec pour endormir ma mère en 30 secondes, ce qui est exactement la raison pour laquelle je l'utilise. En réalité, mon travail est la gestion de crises à enjeux élevés. Je gère une équipe de 50 ingénieurs qui intègrent l'intelligence artificielle prédictive dans des réseaux électriques vieillissants. Nous prévenons les pannes de courant avant qu'elles ne se produisent. Nous arrêtons les cyberattaques d'entités étrangères qui tentent de fermer des hôpitaux. C'est haute pression, haute intensité et incroyablement lucratif. Mon salaire de base est dans les 6 chiffres moyens, mais les options d'achat d'actions que j'ai acquises l'année dernière me placent dans une tranche d'imposition que mon père ne peut même pas conceptualiser. Je possède un penthouse à Seattle avec vue sur le détroit. J'ai un portefeuille d'investissement diversifié géré par un fiduciaire qui a une peur bleue de moi. Je conduis une voiture qui coûte plus cher que le principal de l'hypothèque de mes parents, mais rien de tout cela n'existe ici. Pour les gens à l'intérieur de cette maison, je suis toujours Savannah la lutteuse, celle qui travaille dans les ordinateurs, une phrase qu'ils disent avec le même ton dédaigneux que l'on pourrait utiliser pour quelqu'un qui collectionne les timbres. J'ai cultivé cette ignorance avec soin. Dans la bonne famille, l'information est une munition. S'ils savaient que j'avais de l'argent, la dynamique changerait instantanément. Je ne serais plus la déception. Je serais la proie. J'ai vu comment ils traitent les cousins qui réussissent ou les voisins riches. La flagornerie, les allusions subtiles à la malchance, les urgences soudaines que seul un chèque peut résoudre. Je refuse de devenir leur ressource. Je refuse de les laisser cannibaliser le succès que j'ai construit sur les ruines de leur négligence. J'ai donc une vie secrète. Elle n'est pas peuplée de parents par le sang, mais d'une famille choisie de requins et de saints qui me connaissent vraiment. Il y a Marcus, mon mentor et le PDG de Northlight, qui m'a appris que dire non est une phrase complète. Il y a Elena, ma colocataire d'université devenue capital risqueur, qui a été la première personne à me dire que j'étais brillante sans ajouter de qualificatif. Il y a mon équipe, un groupe de marginaux et de génies qui traverseraient le feu si je le leur demandais. Ce sont mes gens. Ils connaissent les nuits blanches, les crises de panique, les victoires qui ressemblaient à la conquête du monde. Ils m'ont envoyé des SMS avant que je ne prenne l'avion.
Ne les laisse pas entrer dans ta tête, avait écrit Elena. Souviens-toi de qui signe les chèques. Je me suis accroché à cette pensée alors que je me tenais dans le hall. Ce voyage n'était pas un retour à la maison. C'était un audit. Je leur donnais une dernière chance de prouver que mon hypothèse était fausse. Je voulais voir s'il restait une étincelle de lien sincère, un désir de connaître Savannah l'être humain plutôt que Savannah l'utilitaire. Mais je n'étais pas naïve. Je m'étais préparé à cette interaction de la même manière que je me préparais à une réunion du conseil d'administration. Dans l'avion, j'avais ouvert ma tablette et écrit une liste de points non négociables. C'était un pare-feu pour ma santé mentale. Règle 1, pas de divulgation financière. S'il me demandait mon loyer, je dirais qu'il était élevé mais gérable. S'il me demandait mes économies, je dirais que je mettais un peu de côté pour les jours de pluie. Règle 2, pas d'appât émotionnel. Quand ma mère soupirait sur la dureté de sa vie, ou quand Tiffany faisait un compliment à double sens sur ma tenue, je ne réagirais pas. La réaction suggère que je m'en soucie. La réaction suggère que leur opinion a encore du poids. Règle 3, la porte de sortie. J'avais une voiture de location avec le plein et un billet de retour ouvert. Si la conversation virait à la culpabilisation ou aux demandes monétaires, je partais. Je ne dormirais pas dans mon ancien lit d'enfant si le prix d'entrée était ma dignité. Je conduirais jusqu'à l'hôtel de luxe le plus proche, commanderais un service en chambre et reprendrais l'avion pour Seattle le lendemain matin. Je suis entré complètement dans le couloir. L'odeur m'a frappé en premier. Des bougies à la cannelle masquant l'odeur de vieille poussière et de bois humide. C'était l'odeur de la stagnation. Le papier peint était le même motif floral d'il y a 15 ans, juste légèrement plus jauni sur les bords. C'était comme entrer dans un musée dédié à une version de moi-même qui était morte depuis longtemps. Mon père est apparu du salon. Il avait l'air plus vieux, ses cheveux plus fins, sa posture affaissée par le poids de quelqu'un qui passait trop de temps à se soucier des apparences et pas assez à réparer les fondations. Il tenait un verre à la main, les glaçons cliquetant contre le verre. « Savannah, dit-il, tu es arrivée. » Il n'y a pas eu de câlin. Il n'a pas traversé la pièce pour m'accueillir. Il est juste resté là, m'inspectant. J'ai vu ses yeux balayer ma tenue. Je portais un col roulé noir et un pantalon foncé. Pour lui, j'avais l'air simple. Il ne savait pas que le col roulé était un mélange de cachemire et de soie d'un créateur de Milan ou que les bottes à mes pieds étaient en cuir sur mesure. Il voyait ce qu'il s'attendait à voir, sa fille simple et sans intérêt qui vivait probablement d'un chèque de paie à l'autre. Le trafic était correct, dis-je en gardant ma voix neutre. Bien, bien, marmonna-t-il en se retournant vers le salon. Ta sœur est dans la cuisine. Elle a de grandes nouvelles. Prépare-toi. Elle est très excitée. La façon dont il a dit « grande nouvelle » m'a donné la chair de poule. Dans cette maison, grande nouvelle signifiait généralement de grosses dépenses. Cela signifiait un mariage, un bébé, un lancement d'entreprise ou un procès, et généralement cela signifiait que quelqu'un d'autre était censé payer pour cela. Je l'ai suivi, mes bottes ne faisant aucun bruit sur le parquet. J'ai ressenti un étrange sentiment de détachement. Je n'étais plus une participante à ce drame. J'étais une anthropologue observant une culture primitive. J'ai vérifié mon pouls mentalement. Il était stable. Ma respiration était régulière. Je n'avais plus peur d'eux. Je n'étais pas désespéré pour leur approbation. J'étais juste curieuse. Je voulais voir combien de temps il leur faudrait pour révéler leur jeu. Je voulais voir exactement combien ils pensaient que je valais et à quel point ils pensaient peu de moi. Je me suis dirigé vers la cuisine d'où le son du rire de ma mère et du bavardage aigu de Tiffany sortait comme une sirène d'alarme. J'ai ajusté la sangle de mon sac, sentant la rigidité rassurante de l'enveloppe à l'intérieur. J'étais prête. J'étais Northlight Gridworks. J'étais la personne qui gardait les lumières allumées, et j'étais sur le point de voir si ma famille méritait d'être laissée dans le noir. La cuisine était exactement comme je m'en souvenais, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, beaucoup plus petite. C'était un phénomène de physique que je n'avais jamais tout à fait compris, comment un espace qui semblait une caverne quand j'avais 10 ans pouvait sembler un cercueil quand j'en avais 29. Les sols en linoléum étaient du même beige écaillé. Les armoires du même chêne lourd qui absorbaient la lumière plutôt que de la réfléchir. Mais le vrai rétrécissement venait des personnes qui remplissaient la pièce.
L'air était épais de l'humidité des pommes de terre bouillantes et de l'atmosphère plus lourde et plus collante du jugement silencieux. Ma mère était au fourneau, commandant une flotte de casseroles. Tante Linda coupait des carottes à l'îlot. Oncle Jerry était appuyé contre le réfrigérateur, sirotant une bière. Quand je suis entré, la conversation ne s'est pas arrêtée, mais elle a changé de fréquence. C'était cette subtile baisse de volume qui se produit lorsque le sujet des ragots entre soudainement dans la pièce. « Savannah » dit ma mère sans se retourner. « Prends un tablier. Nous sommes en retard. » C'était l'accueil. Pas de câlin, pas de « comment s'est passé ton trajet ?» juste une conscription immédiate au travail. J'ai posé mon sac sur le comptoir avec soin pour ne pas plier l'enveloppe et j'ai enlevé mon manteau. Je sentais leurs yeux sur moi. C'était une sensation physique, comme un balayage laser à la caisse d'un magasin. Ils m'évaluaient. J'ai vu les yeux de tante Linda se poser sur mon pull. Il était noir uni, dépourvu de logo. Je l'ai vu calculer la valeur, grand magasin générique, peut-être en solde. Elle a regardé mes bottes, qui étaient couvertes d'une fine couche de poussière de la route. Elle a mentalement déduit des points pour cela. À leurs yeux, j'étais un instantané de la médiocrité. J'étais la cousine qui avait déménagé pour travailler avec les ordinateurs et qui vivait probablement dans un appartement en sous-sol avec 3 colocataires et un chat. Puis la porte latérale s'est ouverte en claquant, et Tiffany a fait son entrée. Si j'étais un croquis en noir et blanc, Tiffany était un panneau d'affichage au néon. Elle a balayé la pièce dans un tourbillon de fausses fourrures et de parfums qui sentaient la vanille et le désespoir. Elle portait une robe à paillettes totalement inappropriée pour un dîner familial décontracté, mais parfaite pour la story Instagram qu'elle filmait sans aucun doute. « Savannah » cria-t-elle en comblant la distance entre nous. Elle m'a serré dans ses bras, mais c'était l'un de ces câlins aériens où son corps ne touchait pas réellement le mien, préservant simultanément son maquillage et mon espace personnel. Elle s'est reculée et m'a regardé de haut en bas, son sourire figé et cassant. « Tu as l'air à l'aise » dit-elle. Le mot était une insulte enveloppée de velours. « Tu sais, j'adore le fait que tu ne te soucies tout simplement pas des tendances. C'est si courageux de ta part. » J'ai souri, une expression crispée et polie que j'utilisais pour les développeurs juniors qui cassaient la compilation un vendredi après-midi. « C'est bon de te voir, Tiffany. » Elle s'est retournée pour s'adresser à la pièce, ses mains voletant comme des oiseaux agités. L'énergie a changé instantanément. Ma mère s'est détournée des fourneaux, son visage s'adoucissant en un regard d'adoration dont je n'avais jamais été l'objet. Oncle Jerry s'est redressé. Tiffany était le soleil et ils étaient les héliotropes, tournant la tête pour suivre sa lumière. « Attendez d'entendre » annonça Tiffany, essoufflée. Le lancement bêta est énorme. On parle d'une portée mondiale. Ce n'est pas seulement une marque, maman, c'est un mouvement. Ma mère s'est essuyé les mains sur son tablier, rayonnante. Dis-le à ta sœur, chérie. Dis à Savannah ce que tu construis. Tiffany s'est tournée vers moi, ses yeux brillants d'un mélange d'optimisme frénétique et de calcul. C'est une plateforme de curation de style de vie. On l'appelle The Glow Up. En gros, j'aide les femmes à libérer leur potentiel intérieur grâce à des expériences de shopping personnalisées et du coaching mental. Ça va être la prochaine grande licorne. J'ai hoché la tête lentement. Dans mon monde, une licorne était une entreprise avec une valorisation de plus d'1 milliard de dollars, soutenue par des données rigoureuses et une technologie propriétaire. Dans le monde de Tiffany, cela signifiait apparemment un site web qui vendait des bijoux en dropshipping et des affirmations. Ça a l'air ambitieux, dis-je d'un ton neutre. Oh, ça l'est, dit-elle, sa voix baissant à un murmure conspirateur. Mais tu sais, les affaires coûtent cher. Il faut dépenser de l'argent pour en gagner, n'est-ce pas? La phrase est restée en suspens. Lourde et pleine de sous-entendus. J'ai vu mon père échanger un regard avec oncle Jerry. J'ai vu ma mère se mordre la lèvre, une habitude nerveuse qu'elle avait quand elle pensait aux finances. Le piège était en train de se mettre en place et j'étais debout juste sur la plaque de déclenchement. Nous sommes passés à la salle à manger. La table était dressée avec la belle porcelaine, les assiettes au bord doré qui étaient lavées à la main et utilisées uniquement pour les personnes que nous voulions impressionner. Il y avait 12 places. Mes parents étaient assis aux extrémités. Tiffany était placée à la droite de mon père, la place d'honneur. Tante Linda et oncle Jerry étaient à côté. J'ai trouvé mon carton de table tout au bout de la table,
dans le coin où le pied de la table gênait les genoux. C'était la même place où j'étais assise quand j'avais 12 ans. C'était la place de débordement, la place pour la personne qui n'avait pas vraiment besoin de faire partie de la conversation principale. Alors que les bols de purée de pommes de terre et de haricots verts circulaient, l'interrogatoire a commencé. Ce n'était pas direct. Ça ne l'était jamais. C'était une série de coups de sonde conçus pour trouver les points faibles de mon armure. Alors, Savannah, demanda tante Linda en versant de la sauce sur son assiette. Es-tu toujours dans la même entreprise? Celle avec les... Quoi déjà? Serveur? Oui, dis-je en dépliant ma serviette. Toujours là. Et il te traite bien, insista TL. Je sais que l'industrie de la technologie souffre en ce moment. J'ai vu aux nouvelles que tout le monde se fait licencier. Ton emploi est-il sûr? Elle ne demandait pas par inquiétude. Elle pêchait une tragédie. Elle voulait entendre que je luttais pour se sentir mieux à propos de son propre fils qui avait 30 ans et demandait encore de l'argent pour l'essence. Mon emploi est stable, merci, dis-je. Ma mère intervint de l'autre bout de la table. Mais es-tu heureuse, Savannah? Tu as toujours l'air si fatiguée sur tes photos. Non pas que tu en envoies beaucoup, mais tu sais, l'argent n'est pas tout. Il vaut mieux avoir un travail qu'on aime que de courir après un chèque et être malheureuse. L'ironie était si vive qu'elle me coupa presque la langue. Ici, il supposait que je courais après un chèque tout en insinuant simultanément que je n'en avais pas un assez gros. Je vais bien, maman, dis-je. J'ai assez pour payer mes factures. Un soupir fit le tour de la table. C'était le son collectif de la confirmation. Elle a assez pour payer ses factures. Pour eux, cela signifiait que j'arrivais à joindre les deux bouts. Cela signifiait que je n'avais pas d'excédent. Cela signifiait qu'ils pouvaient m'ignorer en toute sécurité. Tiffany rit. Un son tintant qui me tapait sur les nerfs. Tu as toujours été si sérieuse, Savannah. C'est ton problème. Tu t'inquiètes trop des choses pratiques. Tu dois manifester l'abondance. C'est ce que je dis à mes clientes. Si tu mets l'énergie là-dehors, l'univers pourvoit. Tu as raison, dit oncle Jerry en pointant sa fourchette vers moi. Tu dois prendre des risques. Regarde ta sœur. Elle construit un empire. Toi, tu ne fais que maintenir. J'ai pris une gorgée d'eau pour cacher le sourire narquois qui menaçait de percer ma composure. Maintenir. Si seulement ils savaient ce que je maintenais. Si seulement ils savaient que l'énergie leur permettant de chauffer cette maison et de cuisiner cette nourriture était actuellement équilibrée par un algorithme que j'ai écrit il y a 3 ans. Je gardais mes réponses courtes. Des pierres grises. Ennuyeuses. Oui, j'ai une voiture. Non, je ne possède pas encore de maison. Je l'ai laissé supposer que je ne pouvais pas me permettre un acompte, plutôt que d'expliquer que je possédais 3 propriétés dans une société holding. Oui, je vis seul. Non, je ne vois personne de spécial. À chaque réponse décevante, je voyais leur intérêt pour moi s'estomper. Je redevenais une partie du mobilier. Ils cessèrent de me regarder et commencèrent à regarder au-delà de moi, dirigeant leur énergie vers l'étoile brillante à l'autre bout de la table. Mais alors que la conversation s'éloignait de moi, j'aiguisai mon oui. Je devins un appareil d'écoute. J'ai capté les fragments de phrases qu'ils pensaient trop basses pour que je les entende par-dessus le cliquetis de l'argenterie. Mon père se pencha vers Tiffany. Nous devons revoir les chiffres, murmura-t-il. La première tranche est prête. Je sais, papa, chuchota Tiffany en retour, sa main reposant sur son bras. Mais les investisseurs ont besoin de voir un engagement solide. Le capital d'amorçage doit être substantiel. Nous nous en occupons, ajouta doucement ma mère. Nous puisons dans les fonds propres. Nous avons juste besoin que tout le monde soit d'accord. Les mots flottèrent jusqu'à ma place et atterrirent sur mes genoux comme des grenades. Capital d'amorçage, fonds propres, investissement familial. J'ai baissé les yeux sur mon assiette, poussant un petit poids avec ma fourchette. Il ne demandait pas seulement un prêt. Il liquidait la stabilité de la famille pour financer une fantaisie. Et soudain, l'invitation prit tout son sens. Il n'avait pas besoin que je contribue de l'argent. Ils pensaient que je n'en avais pas. Ils avaient besoin que je signe quelque chose. Il y avait un actif qu'ils ne pouvaient pas toucher sans moi,
ou une responsabilité qu'il voulait partager. Je n'étais pas une invitée. J'étais une cosignataire. J'ai levé les yeux, croisant le regard de Tiffany. Elle m'a fait un clin d'œil, un geste de fausse camaraderie. « Je suis si contente que tu sois là, Savannah, dit-elle assez fort pour que la table entende. C'est vraiment important que toute la famille se soutienne en ce moment. » J'ai souri en retour. Froid et tranchant. Je ne pourrais pas être plus d'accord, Tiffany. Le piège était tendu. L'appât était posé. Mais ils avaient commis une erreur critique dans leurs calculs. Ils pensaient chasser une souris. Ils n'avaient aucune idée qu'ils venaient de s'enfermer dans une cage avec un tigre. Le roast-beef était sec. Il gisait dans mon assiette comme un morceau de cuir ratatiné, noyé dans une sauce qui avait commencé à se figer au moment où elle touchait la porcelaine froide. Mais personne d'autre ne semblait remarquer l'échec culinaire. Ils étaient trop occupés à se régaler du plat principal, l'ego de Tiffany. Mon père se leva, tapotant sa cuillère contre son verre de vin. Le tintement aigu et insistant fit taire la pièce. Il leva son verre, le visage rouge d'un mélange de vin rouge et d'art de la performance paternelle. À la famille, annonça-t-il, sa voix résonnant d'une chaleur théâtrale qui s'arrêtait exactement au bord de ses yeux, et plus particulièrement à l'avenir. Nous sommes si fiers de Tiffany. Il faut du courage pour rêver grand. Il faut un esprit spécial pour regarder le monde et dire « Je peux rendre ça meilleur ». Santé, santé, grogna oncle Jerry en levant sa bouteille de bière. Tiffany rayonnait, inclinant la tête dans un geste de fausse modestie qu'elle avait dû répéter devant le miroir. Elle tendit la main et serra celle de ma mère. « Merci, papa. Mais je ne pourrais pas le faire sans le système de soutien. C'est de ça qu'il s'agit avec cette marque. Communauté, tribu. » Le toast se termina et le vin fut consommé. Mais je savais que le préambule était terminé. Venait maintenant la demande. C'était un classique appât et échange. D'abord, on vend l'émotion, puis on vend la facture. Ma mère posa son verre avec un cliquetis délibéré. En parlant de soutien, dit-elle, se tournant vers le centre de la table. Nous avons examiné les projections pour The Glow Up. Le potentiel est astronomique. Mais comme pour toute grande entreprise, la phase initiale est à forte intensité de capital. On y est, pensai-je. Je pris une lente gorgée d'eau, laissant le liquide frais laver le goût du bœuf sec. Tiffany se racla la gorge. Elle n'avait pas de plan d'affaires. Elle n'avait pas de présentation. Elle avait une ambiance. Il s'agit de capturer l'air du temps, dit-elle, utilisant ses mains pour sculpter des formes invisibles dans l'air. Les gens en ont assez d'acheter des produits. Ils veulent acheter une meilleure version d'eux-mêmes. Ma plateforme connecte l'expérience de vente au détail avec le bien-être spirituel. On parle de produits à forte marge, cristaux, vêtements de sport éthiques, compléments personnalisés, le tout sous un modèle d'abonnement. C'est du commerce de détail holistique. Elle regarda autour de la table. Tante Linda hochait vigoureusement la tête, malgré le fait que la dernière fois qu'elle avait acheté quelque chose en ligne, elle avait accidentellement commandé pour $300 de nourriture pour chat pour un chien. Oncle Jerry avait l'air solennel, comme si Tiffany venait d'expliquer la théorie de la relativité. Ils ne comprenaient pas un mot de ce qu'elle disait. Ils entendaient juste forte marge et abonnement et supposaient que cela signifiait de l'argent gratuit. Donc, dit oncle Jerry, suivant son signal. Tu as juste besoin de lancer l'inventaire. Exactement, dit Tiffany. Nous devons sécuriser l'espace d'entrepôt et le stock initial. Les banques sont silentes. Tu sais, elles ne comprennent pas l'agilité moderne. Elles veulent 3 ans de déclaration de revenus. Le temps qu'elles approuvent un prêt, la tendance sera passée. Nous avons besoin de capital agile. Capital agile ? J'ai failli éclater de rire. C'était une façon élégante de dire de l'argent de gens qui ne me poursuivront pas quand je le perdrai. La table se tut un instant. L'air devint lourd. Je pouvais sentir la ligne de mire se déplacer. Ils passèrent de Tiffany, le soleil doré, au coin sombre de la pièce où les ressources pourraient se cacher. Mon père tourna lentement la tête, ses yeux fixés sur moi. Ce n'était pas un regard d'affection. C'était le regard d'un mineur sur une veine de minerai. « Savannah, dit-il, sa voix baissant d'une octave pour paraître décontractée. Nous parlions l'autre jour.
Tu es à Seattle depuis un certain temps maintenant. Cette industrie, le truc de la technologie. Ça marche bien, n'est-ce pas? J'ai soigneusement coupé un morceau de pomme de terre. Il y a des hauts et des bas, dis-je. Allons, gloussa oncle Jerry en se penchant sur la table. On lit les journaux. Ces entreprises d'informatique jettent l'argent comme des confettis. Option d'achat d'actions, bonus. Tu es probablement assise sur un joli petit tas là-bas, non? La franchise était grossière, même pour lui. Dans une bonne famille, nous aurions tourné autour du pot de l'argent pendant au moins 1 heure de plus. Il devait être désespéré. Je vis dans une ville chère, oncle Jerry, dis-je, gardant ma voix plate. Le coût de la vie est élevé. Le temps de payer le loyer, les impôts et l'assurance, ça s'équilibre. J'arrive à joindre les deux bouts. J'arrive à joindre les deux bouts. C'était l'euphémisme du siècle. Le mois dernier, mon bonus trimestriel seul aurait pu payer le camion d'oncle Jerry et rénover sa cuisine. Mais il n'avait pas besoin de le savoir. Tante Linda renifla, l'air peu impressionné. Eh bien, bien sûr, mais ce n'est pas comme si tu avais des dépenses, ma chérie. Pas de mari, pas d'enfant. À quoi le dépenses-tu? Je la regardais. Je le dépensais pour la liberté. Je le dépensais pour m'assurer de ne jamais avoir à demander un centime à qui que ce soit à cette table. J'économise ce que je peux, dis-je. Ma mère fit un bruit de claquement de langue. Toujours si prudente. Tu sais, Savannah, parfois il faut faire circuler l'argent pour qu'il fructifie. L'accumuler n'aide personne. Puis vint l'insulte que j'attendais. Elle fut prononcée par un cousin au 2e degré dont je me souvenais à peine du nom. Un homme qui vendait des jet skis d'occasion et se considérait comme un magnate. Tu sais, dit-il en pointant sa fourchette vers moi. Mon pote a une boutique de support technique à Dayton, répare des imprimantes, installe le Wi-Fi, ce genre de choses. Il dit que le marché est saturé. Il dit qu'ils peuvent embaucher des jeunes sortis du lycée pour faire ce truc de codage maintenant pour $15 de l'heure. C'est essentiellement du travail de col bleu avec la climatisation, non? La table éclata de rire. C'était un soulagement pour eux. Ils avaient besoin de me rabaisser. Si je n'étais qu'une réparatrice glorifiée, alors mon refus de financer Tiffany n'était pas parce que j'étais intelligente avec l'argent. C'était parce que j'étais un échec. Cela rendait la demande de Tiffany noble et ma réticence mesquine. Je les ai observés. J'ai regardé mon père glousser et secouer la tête. J'ai regardé ma mère sourire dans sa serviette. Mais surtout, j'ai regardé Tiffany. Elle ne riait pas seulement. Elle jubilait. Elle me regardait avec un mélange de pitié et de triomphe. C'est bon, Savannah, dit Tiffany, sa voix dégoulinant de condescendance. On sait que tu travailles dur. Tout le monde n'est pas fait pour le style de vie exécutif. Certaines personnes sont juste des abeilles ouvrières, et c'est très bien. Le monde a besoin d'abeilles ouvrières. Je ne clignai pas des yeux. Je ne défendis pas mon titre. Je ne mentionnais pas que l'abeille ouvrière dont elle se moquait venait de superviser un projet d'intégration de réseau qui alimenterait 3 millions de foyers. J'ai laissé l'insulte atterrir. Je les ai laissés le croire. Mais Tiffany n'avait pas fini. Elle devait conclure l'affaire. Cependant, continua-t-elle, son ton s'aiguisant. Même si tu arrives juste à joindre les deux bouts, je pense qu'il est important que nous contribuions tous. Maman et papa ont dépensé une fortune pour nous élever. Les leçons, les vêtements, les frais de scolarité. Je veux dire, ils t'ont soutenu pendant des années quand tu te cherchais. Je me suis raidi. Ils avaient payé pour 2 semestres d'université d'État avant de me couper les vivres. J'avais payé le reste avec des bourses et 3 emplois à temps partiel. Je pense, dit Tiffany en me regardant droit dans les yeux, qu'il est temps de redonner. Si tu as des économies, Savannah, tu devrais les investir dans la famille. C'est la moindre des choses que tu puisses faire après tout ce qu'ils ont sacrifié pour toi. La salle devint silencieuse. C'était la demande. Ce n'était pas une demande d'investissement. C'était une demande de réparation. Elle cadrait mon existence comme une dette que je devais rembourser. Ma mère tendit la main et me tapota la main. Ce n'est pas nécessaire que ce soit une somme énorme, chérie. Juste ce que tu as mis de côté. On peut le regrouper avec le prêt sur fonds propres qu'on prend sur la maison.
Ce sera un triomphe familial. Le prêt sur fonds propres. Les mots résonnèrent dans ma tête. Ils allaient hypothéquer la maison, le seul bien qu'ils possédaient réellement, pour financer un site web qui vendait des pierres magiques. Et ils voulaient mes économies pour boucher le trou quand le navire coulerait inévitablement. Je détournai le regard de leurs visages affamés. Je regardais au-delà des paillettes de Tiffany, au-delà du visage rouge de mon père, et je me concentrais sur l'arbre de Noël dans le coin. Il était surchargé de lumière et de guirlandes, enterrant les aiguilles de pin mourant en dessous. Des piles de cadeaux se trouvaient sous les branches, emballées dans du papier aluminium brillant, des boîtes de parfums, des cravates moches, des gadgets en plastique qui finiraient dans une décharge d'ici février. Ils attendaient ma réponse. Ils attendaient que j'ouvre mon portefeuille et que je m'excuse de ne pas être assez. J'ai regardé l'arbre, puis j'ai regardé mon sac posé par terre à mes pieds. À l'intérieur se trouvait l'enveloppe. J'ai réalisé alors que mon cadeau ne se trouverait pas sous l'arbre. Il n'était pas emballé dans du papier aluminium, et il n'allait certainement pas leur apporter de la joie. Mais c'était la seule chose que j'allais leur donner. Je me suis retourné vers la table, croisant le regard de Tiffany avec un calme qui fit vaciller son sourire. Je comprends la situation, dis-je doucement. Mon père expira, pensant avoir gagné. Bonne fille. On savait que tu comprendrais. Je n'ai pas dit oui. Je n'ai pas dit non. Je les ai juste laissés s'asseoir dans leur victoire pendant quelques minutes de plus. Qu'ils profitent de l'apéritif, car le plat principal que j'allais servir serait impossible à avaler. Le salon le matin de Noël était une étude du chaos contrôlé. Le papier d'emballage déchiré et froissé formait une mer de rouge et de vert métallique à la base de l'arbre. L'air sentait le café et les brioches à la cannelle, un parfum nostalgique qui déclenche généralement de la chaleur, mais qui aujourd'hui ne déclenchait qu'un état d'alerte accru. J'étais assise à la périphérie dans un fauteuil à oreilles qui avait connu des jours meilleurs, tenant une tasse de café noir que j'avais préparé moi-même parce que la cafetière que ma mère faisait était principalement de la crème. Le rituel battait son plein. Mon père jouait au Père Noël, distribuant les cadeaux avec une énergie exubérante qui augmentait en proportion directe de la valeur de l'article dans ses mains. Pour Tiffany, annonça-t-il, lui tendant une boîte de la taille d'un grille-pain. Tiffany poussa un cri aigu, déchirant le papier. C'était un sac à main de créateur, le genre avec des logos imprimés partout, pour que personne ne puisse le confondre avec quelque chose d'abordable. Elle le brandit, posant pour une caméra invisible. Oh mon Dieu, papa, c'est parfait. Ça correspond parfaitement à l'esthétique de la marque. Vint ensuite un ensemble de clubs de golf pour oncle Jerry. Puis un bon pour un week-end au spa pour tante Linda. Ma mère reçut un pendentif en diamant que je savais que mon père avait mis sur une carte de crédit qu'il avait déjà du mal à payer. La pièce était une cacophonie de « merci » et de « je l'adore » et du bruit du papier qui se déchire. J'ai regardé la pile sous l'arbre diminuer. J'ai suivi les boîtes. Il y avait la grande boîte argentée pour Tiffany, la longue boîte rectangulaire pour oncle Jerry, la petite boîte en velours pour maman. Lentement, l'énergie frénétique commença à s'estomper. La pile avait disparu. Le sol était couvert de débris. Tout le monde tenait quelque chose, admirant ses nouvelles possessions, comparant le butin. J'étais assise là, mes mains enroulées autour de ma tasse chaude, attendant. Mon père regarda autour de la pièce, tapant des mains. Eh bien, on dirait que c'est tout. Tout le monde est content? Le silence s'étira une seconde. Puis tante Linda, béni soit son innocence, se tourna vers moi. Attendez, dit-elle en fronçant les sourcils. Avons-nous manqué le moment où Savannah n'a rien ouvert? La pièce se figea. C'était un moment de pure, d'inadultérée gêne. Les yeux de ma mère s'écarquillèrent, et elle porta une main à sa bouche dans un geste qui semblait répéter. Oh, Alta-TL. Oh, mon Dieu, Savannah. Elle regarda mon père. Mon père regarda Tiffany. Tiffany regarda son nouveau sac à main. Le truc, c'est que, commença ma mère, sa voix montant dans ce ton diplomatique frénétique. Nous n'étions pas sûrs que tu viendrais jusqu'à la toute dernière minute, chérie. Et avec les retards d'expédition cette année, tout est juste un gâchis, n'est-ce pas? Mon père intervint, saisissant la bouée de sauvetage. Nous t'avons commandé quelque chose, mais ça n'est pas arrivé à temps. La chaîne d'approvisionnement, tu sais, c'est terrible en ce moment. C'était un mensonge.
Je savais que c'était un mensonge parce que j'avais suivi l'expédition des cadeaux que je leur avais envoyés. Et ils étaient arrivés il y a 3 jours. S'ils pouvaient commander des clubs de golf, ils auraient pu commander un livre. Ils n'avaient pas oublié. Ils m'avaient simplement dépriorisé au point de la non-existence. Tiffany rit, brisant la tension. Oh, allons. Savannah est une adulte. Elle ne se soucie pas des cadeaux. N'est-ce pas, et savez? Ne sois pas si sensible. Tu pleurais pour ça quand tu avais 10 ans. Ce n'est plus mignon maintenant. Voilà. La vieille étiquette sensible. L'arme qu'ils utilisaient pour rejeter toute réaction émotionnelle légitime que j'avais jamais eue. Si j'étais blessé, j'étais sensible. Si j'étais en colère, j'étais dramatique. J'ai regardé Tiffany. Elle souriait avec suffisance, me défiant de faire une scène. Elle voulait que je me fâche. Elle voulait que je demande où était mon cadeau pour pouvoir rouler des yeux et me traiter de matérialiste. Elle voulait être la victime de ma mauvaise humeur. Je ne lui ai pas donné cette satisfaction. J'ai pris une gorgée de café. J'ai posé la tasse sur le sous-verre avec un léger cliquetis délibéré. Mon visage est resté complètement impassible. Je n'ai pas cligné des yeux. Je n'ai pas froncé les sourcils. Je les ai juste regardés avec le regard plat et indéchiffrable d'une caméra de surveillance. Le silence s'est étiré. Il est devenu inconfortable. Ma mère a bougé sur son siège. Oncle Jerry a toussé. Le manque de réaction était bien plus dérangeant pour eux qu'une crise de colère ne l'aurait été. Ils ne savaient pas quoi faire d'une cible qui ne saignait pas. C'est bon, dis-je. Ma voix était calme, stable et dénuée de toute émotion. Je comprends. La logistique peut être difficile. Mon père laissa échapper un soupir de soulagement qui ressemblait à un pneu qui se dégonfle. Exactement. La logistique. On te le donnera plus tard. Je me suis levé. Le mouvement attira tous les regards de la pièce. Je me suis approché de la table d'appoint où j'avais placé 3 petites boîtes impeccablement emballées. Le papier était épais, d'un gris anthracite mat, noué avec un ruban de soie véritable. Elle se détachait du carnage du papier aluminium bon marché sur le sol comme des artefacts d'une civilisation plus avancée. Je les ai ramassés et je me suis dirigé vers le centre de la pièce. Je n'ai pas oublié, cependant, dis-je. J'ai tendu la première boîte à ma mère. Elle l'a prise, surprise par le poids. Elle l'a déballée avec soin. Quand elle a ouvert le couvercle, elle a haleté. À l'intérieur se trouvait le châle en cachemire. Elle a passé ses doigts sur le tissu. C'était doux comme un nuage. Le genre de luxe qu'elle n'avait jamais vu que dans les magazines. Savannah, souffla-t-elle. C'est du vrai cachemire. J'ai tendu la boîte suivante à mon père. Il l'a ouverte pour révéler le stylo plume. C'était un Mont Blanc, lourd en noir avec une garniture dorée. Il l'a fixé. Il en savait assez sur les symboles de statut pour savoir ce qu'il tenait. Et pour Tiffany, dis-je en lui tendant la dernière boîte. Elle l'a déchirée, s'attendant, je suppose, à une carte cadeau ou à quelque chose de fait main. Quand elle a vu le bracelet, en platine massif, fin, élégant, sa mâchoire est littéralement tombée. Ce n'était pas la camelote criarde qu'elle portait habituellement. C'était sophistiqué. C'était de l'argent. L'atmosphère dans la pièce a pivoté si vite que j'en ai presque eu le vertige. « Oh chérie », dit ma mère en se levant pour me serrer dans ses bras. « C'est trop. Tu n'aurais pas dû. Tu es si attentionné. » Mon père examinait le stylo, le tournant dans ses mains. « C'est un instrument d'écriture sérieux, Savannah. Je suis impressionné. Tu as vraiment grandi, n'est-ce pas ?» Soudain, je n'étais plus l'enfant sensible ou l'abeille ouvrière. J'étais la fille qui réussissait. J'étais la pourvoyeuse de produits de luxe. Leur affection avait un prix. Et je venais de répondre au prix demandé. Tiffany a enfilé le bracelet, admirant la façon dont il captait la lumière. « C'est magnifique », a-t-elle admis. Bien que je puisse entendre la jalousie grincer dans sa voix. Je suppose que ce travail dans la technologie paie mieux que ce que nous pensions. Ma mère a serré mon bras, ses yeux brillants d'un espoir soudain et prédateur. « Nous sommes si fiers de toi, Savannah. Tu as vraiment fait quelque chose de toi. On savait que tu y arriverais. »
Je les ai regardés. J'ai regardé la chaleur soudaine dans leurs yeux, entièrement alimentés par les objets coûteux dans leurs mains. Ils ne me voyaient pas. Ils n'ont pas demandé comment j'avais choisi les cadeaux. Ils n'ont pas posé de questions sur la vie qui me permettait de me les offrir. Ils ont juste vu la valeur. Ils ont vu le potentiel pour plus. J'ai senti un froid s'installer dans ma poitrine, absolu et final. C'était la confirmation dont j'avais besoin. L'audit était terminé. Les résultats étaient là, et le compte était en faillite. Je me suis reculé, me dégageant doucement du contact de ma mère. J'ai besoin d'un verre d'eau, dis-je. Je suis allé à la cuisine, j'ai versé un verre d'eau froide du robinet et je l'ai bu debout près de l'évier. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai ajusté mon pull. J'ai senti la forme de l'enveloppe dans ma poche arrière. Quand je suis revenu au salon, je ne me suis pas assise dans le fauteuil du coin. J'ai tiré une chaise de salle à manger à dossier droit au centre du cercle. Je me suis assise, croisant les jambes, ma posture parfaite. J'avais l'air d'être sur le point de diriger une assemblée d'actionnaires. La pièce s'est tue. Ils ont senti un changement. Les remerciements se sont estompés. Ils m'ont regardé, attendant. Ma mère a souri nerveusement. « Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ?» J'ai posé mes mains sur mes genoux. Je les ai regardés chacun à leur tour. Mon père avec son stylo, ma mère avec son châle, Tiffany avec son bracelet. « Je suis contente que les cadeaux vous plaisent, dis-je. Je voulais vous donner quelque chose de tangible, quelque chose pour vous souvenir de cette visite. » Eh bien, c'est très généreux, dit mon père en bombant le torse. On apprécie vraiment. J'ai hoché la tête. Mais il y a eu une petite confusion plus tôt à propos de mon cadeau. Tiffany a roulé des yeux. Oh mon Dieu! On en revient à ça? On a dit qu'on était désolé, Savannah. Non, l'interrompis-je. Ma voix n'était pas forte, mais elle a traversé l'air comme une lame de rasoir. Je ne parle pas du cadeau que vous ne m'avez pas offert. Je parle du cadeau que je me suis offert. Ils m'ont fixé. Vous voyez, continuai-je en me penchant légèrement en avant. J'ai réalisé que si j'attendais que cette famille me donne ce dont j'avais besoin, j'attendrais éternellement. Alors cette année, j'ai décidé de prendre les choses en main. J'ai fouillé dans ma poche et j'ai sorti l'enveloppe. Elle était couleur crème, scellée à la cire. Je l'ai posée sur la table basse devant moi. J'ai un cadeau pour moi, dis-je. Et je pense qu'il est temps que je vous montre ce que c'est. J'ai fouillé dans l'enveloppe et j'ai sorti un seul objet lourd. C'était une clé, mais pas n'importe quelle clé. C'était une clé en laiton antique, lourde et fraîche au toucher, attachée à un porte-clés en cuir embossé d'une adresse spécifique dans le quartier de Queen Anne à Seattle. À côté, j'ai posé un document plié sur la table basse. C'était le relevé de clôture de la vente avec le prix d'achat final surligné en gras noir. J'ai laissé l'objet là un moment, absorbant le silence de la pièce. Les lumières de Noël clignotaient rythmiquement, projetant des ombres rouges et vertes sur le papier. « Qu'est-ce que c'est » demanda mon père, plissant les yeux sur le papier sans le toucher, comme s'il pouvait le mordre. « C'est un relevé de clôture, dis-je, gardant ma voix égale. J'ai finalisé l'achat de la propriété il y a 3 jours. C'est un artisan de 1920 sur le versant sud, 4 chambres, 3 salles de bain et une vue sur le détroit qui n'est obstruée par rien d'autre que le nuage occasionnel. » La salle devint mortellement silencieuse. Même le bourdonnement du réfrigérateur sembla cesser. Ils regardèrent la clé. Ils regardèrent le papier. Ils me regardèrent. Tiffany fut la première à rompre la paralysie. Elle laissa échapper un rire aigu et incrédule. « Tu as acheté une maison à Queen Anne, Savannah? Sais-tu ce que sont les impôts fonciers seuls dans ce quartier? Tu ne peux pas te permettre un studio là-bas, encore moins une maison. » Je ne la regardais pas. Je regardais mon père. Lis la ligne en bas, papa. Celle qui dit paiement comptant à la clôture. Mon père prit le papier. Ses mains tremblaient légèrement, que ce soit à cause de l'alcool ou de la tension, je ne pouvais pas le dire. Il ajusta ses lunettes de lecture. Il parcourut le document. Ses yeux s'arrêtèrent en bas de la page. Sa bouche s'ouvrit, puis se referma, puis s'ouvrit de nouveau. 2 millions, bafouilla-t-il. 800 000 $.
Un halètement parcourut la pièce. C'était le son de l'oxygène quittant les poumons de toutes les personnes présentes. Oncle Jerry se pencha en avant, manquant de renverser sa bière. 2,8 ? Tu veux dire une hypothèque, non ? Tu as pris un prêt jumbo. C'est du suicide, ma fille. Les taux d'intérêt vont te manger vivante. Non, dis-je en me penchant en arrière sur ma chaise. Regarde la section financement, oncle Jerry. Elle est vide. C'était une offre toute en espèces. Ma mère émit un son semblable à un gémissement de chien. En espèces ? Tu avais presque 3 millions de dollars en espèces ? Je l'ai corrigé gentiment. J'avais considérablement plus que ça. Ce n'était que la partie que j'ai décidé de liquider pour la maison. Je préfère ne pas garder trop de capital immobilisé dans l'immobilier, mais le marché était favorable, et j'avais besoin d'un endroit pour placer des fonds propres. L'atmosphère dans la pièce se transforma instantanément. La condescendance s'évapora, remplacée par une curiosité brute et avide. C'était un changement viscéral. Je pouvais sentir la cupidité. Elle sentait la sueur et le désespoir. Il ne regardait plus la parente pauvre. Il regardait un ticket de loterie gagnant. Mais comment ? Demanda Tiffany, sa voix petite et tendue. Elle regarda son bracelet en platine, puis la clé sur la table. Le bracelet semblait soudain très petit. Tu travailles dans l'informatique. Tu répares des serveurs. Je me tournai vers elle. Je ne répare pas de serveurs, Tiffany. Je conçois la logique architecturale pour la distribution d'énergie autonome. Je travaille pour Northlight Gridworks. Ouais, on sait, claqua-t-elle. La compagnie d'électricité. J'ai souri. Ce n'est pas une compagnie d'électricité. C'est une entreprise d'infrastructure technologique et je ne suis pas une employée. Je suis une ingénieure fondatrice. Quand nous sommes entrés en bourse l'année dernière, ma participation initiale a été acquise. J'ai utilisé des termes que je savais les dérouteraient mais qui sonnaient chers. Participation, acquis, hippo. Mon père posa le papier avec révérence. Il me regarda avec de nouveaux yeux. Il recalibrait toute sa vision du monde. La fille qu'il avait méprisée était soudainement la personne la plus puissante de la pièce. Donc, dit-il, sa voix tremblant d'une excitation réprimée. Tu es riche. Je suis à l'aise, dis-je, utilisant le même mot qu'ils avaient utilisé pour me mépriser il y a une heure, mais en le revendiquant. Les questions commencèrent à fuser de toutes parts. C'était un interrogatoire. Mais cette fois, la dynamique était différente. Ils n'essayaient pas de me prendre en flagrant délit de mensonge. Ils essayaient de calculer leur part. Combien d'actions te reste-t-il ? Demanda oncle Jerry. Le marché est-il stable ? Demanda ma mère. Devrais-tu vendre maintenant ? Et les liquidités ? Demanda Tiffany, les yeux se plissant. À combien as-tu accès en ce moment ? Genre, aujourd'hui. J'ai levé une main pour les arrêter. C'était un ordre. Et pour la première fois de ma vie, ils obéirent instantanément. Je ne vous ai pas dit ça pour discuter de ma stratégie de portefeuille, dis-je. Je vous ai dit ça parce que j'étais fatigué du récit. Vous avez passé les 5 dernières années à penser que je luttais. Vous avez passé toute cette soirée à faire des blagues sur ma carrière. Je voulais corriger le dossier. Le visage de ma mère s'effondra en un regard d'orgueil théâtralement blessé. Elle tendit la main sur la table, essayant de toucher la mienne, mais je la retirai juste hors de portée. Oh, Savannah, dit-elle, sa voix dégoulinant de sirop. On ne se moquait jamais de toi. On s'inquiétait. Une mère s'inquiète. On voulait juste s'assurer que tu allais bien. Et regarde-toi. Tu es une réussite. Mon père se redressa, bombant le torse. Eh bien, ça a du sens, n'est-ce pas ? On a toujours su qu'elle avait un cerveau. Les bons gènes. On l'a poussée fort parce qu'on savait qu'elle pouvait le supporter. Tiffany hocha la tête, sautant dans le wagon. Exactement. Je veux dire, qui t'a appris à être si discipliné ? C'est nous. Grandir dans cette maison t'a rendue forte, Savannah. Tu devrais nous remercier. Si on t'avait dorloté, tu n'aurais probablement pas cette motivation. Je les ai regardés réécrire l'histoire en temps réel. C'était fascinant et répugnant. Il y a 5 minutes,
j'étais un échec parce que j'étais peu pratique. Maintenant, j'étais une réussite grâce à leur éducation. Ils prenaient déjà le crédit pour l'empire que j'avais bâti malgré eux. Ma mère continua, ses yeux allant de Tiffany à moi. Ça change tout. C'est une bénédiction, un vrai miracle de Noël parce que maintenant, eh bien, maintenant la famille est en sécurité. J'ai vu le pont qu'ils construisaient. Ils reliaient mon compte en banque à leurs problèmes. En sécurité, demandai-je, gardant mon expression neutre. Oui, dit mon père en se penchant. Avec des ressources comme ça, Savannah, on peut vraiment faire des choses. La maison a besoin de réparation. La voiture de ta mère est en fin de vie. Et l'entreprise de Tiffany, il fit un geste vers Tiffany, qui me regardait soudain avec une expression pleine d'espoir et d'avidité. 2,8 millions pour une maison, songea Tiffany. Ça veut dire que tu as probablement accès à quoi? 5 ou 10 autres? Savannah, réalises-tu qu'avec seulement 5% de ça, The Glow Up pourrait se lancer à l'échelle mondiale? On pourrait être partenaire, sœur et partenaire. Ce serait poétique. Elle me sourit. C'était le sourire d'un requin qui venait de sentir le sang dans l'eau. Tu ne le remarquerais même pas, ajouta-t-elle. C'est comme de l'argent de poche pour toi maintenant. Mais pour la famille, c'est tout. Je les ai regardés. J'ai regardé la faim sur leur visage. Ils ne voyaient pas une fille. Ils ne voyaient pas une sœur. Ils voyaient un site d'extraction de ressources. Ils voyaient un puits de pétrole qui venait d'être découvert dans leur jardin. Ils pensaient que la révélation de ma richesse était une invitation. Ils pensaient que je mettais l'argent sur la table pour le partager. J'ai pris la clé et le document. Je les ai glissés lentement dans l'enveloppe, m'assurant qu'ils regardaient chaque mouvement. Je pense que vous êtes confus, dis-je. La pièce se figea de nouveau. Je ne vous ai pas montré ça pour offrir une solution à vos problèmes, dis-je. Je vous ai montré ça pour vous montrer que je n'ai pas de problème. Le sourire de mon père vacilla. Que veux-tu dire? Je veux dire, dis-je en me levant et en lissant mon pull, que pendant des années, vous avez supposé que j'étais celle qui avait besoin d'aide. Vous avez supposé que j'étais le maillon faible. Je voulais juste que vous voyiez que pendant que vous étiez occupé à acheter des voitures que vous ne pouviez pas vous permettre et à planifier des entreprises qui n'existent pas, je construisais une réalité. J'ai regardé directement Tiffany. Je ne suis pas une investisseuse, Tiffany. Et je ne suis pas un distributeur de billets. Je suis juste la personne que vous avez sous-estimée. Ma mère eut l'air choquée. Mais nous sommes une famille. Tu as tellement. Tu ne peux pas tout garder. Je la regardais et pour la première fois, je laissais un peu de froideur transparaître dans mes yeux. Je ne vous le cache pas, maman. Je le garde juste pour la personne qui l'a gagné. Je me suis tourné pour quitter la pièce, sachant que je venais d'allumer une mèche. L'explosion n'allait pas concerner l'argent. Elle allait concerner le sentiment de droit. Et j'étais prête pour le feu. Je ne vous dis pas ça pour me vanter, dis-je par-dessus mon épaule. Je vous dis ça pour mettre fin à un malentendu. Vous pensiez que j'étais revenu pour demander quelque chose. Maintenant, vous savez que j'ai tout ce dont j'ai besoin. Je me suis dirigé vers la porte, les laissant assis dans les décombres de leurs suppositions. Le fantôme de 2,8 millions de dollars flottant dans l'air comme une provocation. Je n'ai même pas atteint la porte d'entrée avant que ma main puisse toucher la poignée en laiton. La voix de mon père retentit, dépouillée de sa chaleur festive et remplacée par l'acier de l'autorité paternelle. Savannah, attends. Nous devons parler en privé. Il n'a pas attendu mon consentement. Il s'est tourné et s'est dirigé vers le bureau, la petite pièce lambrissée où il fumait autrefois des cigares et faisait semblant d'équilibrer le chéquier familial. Ma mère et Tiffany l'ont suivi instantanément, comme des limailles de fer attirées par un aimant. Ce n'était pas une invitation. C'était une convocation à un conseil de guerre. J'aurais pu continuer à marcher. J'aurais pu ouvrir la porte, monter dans ma voiture de location et retourner à la civilisation. Mais la curiosité est une chose dangereuse. Je voulais voir l'anatomie du piège. Je voulais voir exactement comment il prévoyait d'extraire la richesse qu'il venait de découvrir. Alors, je me suis retourné et je les ai suivis dans le bureau. La pièce sentait le vernis au citron et l'ambition ancienne. Mon père était assis derrière son bureau, assumant la position de pouvoir.
Ma mère était assise dans le fauteuil en cuir à sa droite. Tiffany se tenait debout, appuyée contre la bibliothèque, les bras croisés, son nouveau bracelet en platine scintillant sous l'éclairage sur rail. Il s'était arrangé en une phalange. J'ai pris le seul siège restant, une chaise en bois rigide qui faisait face à eux trois. « Ferme la porte, dit mon père. Je l'ai refermée d'un coup de talon. Très bien, j'écoute. Tiffany n'a pas perdu de temps en politesse. Le masque de la sœur attentionnée s'était dissous. Elle me regarda avec une clarté terrifiante, ses yeux durs et brillants. « Nous avons besoin de 450 000 $, dit-elle. Elle a dit le nombre nonchalamment comme si elle demandait à emprunter un pull. 450 000 $? J'ai haussé un sourcil. C'est un nombre très précis. C'est le tour de table d'amorçage, dit Tiffany en s'avançant, pour que The Glow Up sécurise l'inventaire, le bail de l'entrepôt et la campagne marketing initiale. On a fait le calcul. 450 000 $ nous permettent de lancer. Et en échange, demandai-je. En échange, intervint mon père, tu as la chance de faire partie de l'héritage. On t'offre une chance d'entrer au rez-de-chaussée. On garde ça en famille. On pourrait aller voir des investisseurs extérieurs, Savannah. On a eu des offres, mais on voulait te donner la première option. C'était un mensonge maladroit. S'ils avaient des offres, ils n'hypothéqueraient pas la maison. Je vois, dis-je. J'ai croisé les jambes et je me suis penché en arrière. C'est donc une opportunité d'investissement. Exactement, dit ma mère en se penchant en avant, son visage arrangé en une supplique. Un investissement familial. D'accord, dis-je. J'ai traité l'air de la pièce comme l'air d'une salle de conseil. Frais, stérile et transactionnel. Si c'est un investissement, j'ai besoin de voir les documents de diligence raisonnables. Envoyez-moi le pitch deck, les projections financières sur 5 ans, l'analyse de marché et la table de capitalisation actuelle. J'ai aussi besoin de voir vos contrats fournisseurs et vos rapports de crédit personnel si vous êtes les garants principaux. Le silence qui suivit fut absolu. Ils me regardèrent comme si j'avais commencé à parler mandarin. Le quoi, demanda Tiffany en clignant des yeux. Le plan d'affaires, Tiffany, dis-je. Tu demandes un demi-million de $. Je suppose que tu as une ventilation de la façon dont ce capital sera déployé. Tu as un taux de combustion calculé. Tu as une stratégie d'acquisition de clients au-delà de la publication sur Instagram. Mon père claqua sa main sur le bureau. Ce n'est pas Wall Street, Savannah. C'est ta sœur. Je ne tressaillis pas. Tu as utilisé le mot investissement, papa. Les investissements nécessitent des données. Si tu demandes un cadeau, dis que c'est un cadeau. Mais si tu demandes du capital d'entreprise, je le traite comme une affaire. On n'a pas ces papiers, claqua Tiffany, le visage devenant rouge. On est dans la phase d'idéation. L'ambiance est là. Le concept est solide. Pourquoi dois-tu tout compliquer avec de la paperasse? Tu fais toujours ça. Tu essaies d'utiliser de grands mots pour nous faire sentir stupides. Je n'essaie pas de vous faire sentir stupide, dis-je calmement. J'essaie de voir si vous avez un plan pour me rembourser. Ma mère laissa échapper un halètement aigu. Te rembourser, Savannah? On t'a élevé. On t'a habillé. On t'a nourri pendant 18 ans. On a tout sacrifié pour que tu puisses t'asseoir là avec ton éducation de luxe et tes millions. Et maintenant, tu comptes les sous avec ta propre chair et ton propre sang. Voilà. Couche 1, culpabilité. La nature transactionnelle de leur amour était enfin facturée. Je ne compte pas les sous, dis-je. Je compte près d'un demi-million de $. Et concernant mon éducation, vous avez fourni le minimum légal requis par l'État. J'ai payé ma propre université. J'ai payé ma propre voiture. Je ne vous ai pas demandé $1 depuis que j'ai 17 ans. Tu es égoïste, cracha Tiffany. Couche 2, honte. Tu l'as toujours été. Tu es assise là dans tes vêtements de créateur, accumulant ton argent, nous regardant lutter. C'est dégoûtant. Tu as plus que ce que tu pourrais dépenser dans une vie. Et tu n'aideras pas ta sœur à réaliser son rêve. C'est de l'avidité, Savannah. C'est laid. Je l'ai regardé. Je n'ai pas ressenti de honte. J'ai ressenti un profond sentiment d'ennui.
Ce n'est pas de l'accumulation, dis-je. C'est de l'allocation de capital. Et en ce moment, cette classe d'actifs, votre entreprise, est à haut risque avec un retour sur investissement projeté nul. Le visage de Tiffany se décomposa. La rage se dissout instantanément en larmes. C'était une performance que j'avais vue 1000 fois. Elle s'effondra sur le bras du canapé, enfouissant son visage dans ses mains. Je voulais juste te rendre fier, sanglota-t-elle. Je voulais juste qu'on fasse ça ensemble. Pourquoi me détestes-tu, Savannah? Pourquoi veux-tu que j'échoue? Ma mère se précipita à ses côtés, l'enlaçant. Regarde ce que tu as fait, me siffla-t-elle. Tu lui as brisé le cœur. Tout ce qu'elle veut, c'est une signature, Savannah. Juste un chèque. Est-ce si difficile pour toi? Ce n'est rien pour toi. Juste un chèque. Je me levai. L'air dans la pièce était suffocant. Je ne signe pas de chèque, dis-je. Pas pour 400 000 $. Pas pour 4 $. Mon père se leva aussi. Son visage était d'un violet sombre et contusionné. Il fit le tour du bureau, entrant dans mon espace personnel. Il utilisa sa taille pour intimider. Une tactique qui fonctionnait quand j'avais 12 ans. Ça ne marchait pas maintenant. Écoute-moi bien, gronda-t-il. Tu ne sortiras pas d'ici sans aider cette famille. On connaît des gens. On a parlé aux tantes, aux oncles. Veux-tu que tout le monde sache quel genre de fille tu es? Veux-tu qu'on dise à tante Linda que tu nous as ri au nez? Que tu as laissé tes parents se noyer dans les dettes pendant que tu achetais des manoirs? Couche 3, peur. La menace d'une exécution sociale. On leur dira, dit Tiffany, levant les yeux de ses fausses larmes, ses yeux secs et vicieux. Je le posterai. Je le dirai à mes abonnés. Je dirai à tout le monde que Savannah Wright est un serpent au cœur froid qui a abandonné sa famille. Tu seras une paria. Je les ai regardés. Je les ai regardés tous les trois, blottis ensemble dans leur illusion partagée, armés de rien d'autre que du chantage émotionnel et du sentiment de droit. Ils croyaient vraiment avoir un moyen de pression. Ils pensaient que ma réputation dans cette petite ville mourante comptait plus pour moi que ma dignité. Ils pensaient qu'ils pouvaient intimider une femme qui négociait des contrats avec des gouvernements étrangers au petit déjeuner. J'ai ri. C'était un son court et sec. Allez-y, dis-je. Ils se sont arrêtés. Ils ne s'attendaient pas à ça. Postez-le, dis-je en regardant Tiffany. Dites-le à tante Linda. Dites-le aux voisins. Dites-le à tout Internet. Pensez-vous vraiment que ça m'importe? Je fis un pas vers la porte. Ma réputation est bâtie sur la compétence, dis-je. Elle est bâtie sur le fait que je livre des résultats. Les opinions de personnes qui ne m'ont pas vu depuis 10 ans ne sont pas une monnaie dans laquelle je commerce. Savannah, hurla ma mère, sa voix se brisant. Si tu sors par cette porte, tu es morte pour nous. Tu m'entends? On te coupera les vivres. Je m'arrêtai la main sur la poignée de porte. Je me retournai une dernière fois. Me couper de quoi? Demandai-je doucement. Du jugement? De la manipulation? Des demandes d'argent? Je regardais mon père, qui tremblait de rage impuissante. Vous me menacez avec des vacances, papa. J'ai ouvert la porte. Si c'est la raison pour laquelle vous m'avez rappelé, dis-je, ma voix glaciale, si cette extorsion était l'affaire familiale importante dont vous deviez discuter, alors vous avez appelé la mauvaise personne. La fille qui cherchait votre approbation ne vit plus ici, et la femme qui l'a remplacée ne négocie pas avec les terroristes. Je suis sorti dans le couloir, le son de leurs cris s'estompant derrière moi comme de l'électricité statique sur une radio mourante. Je n'ai pas couru. Je ne me suis pas précipité. J'ai marché d'un pas régulier et mesuré, celui de quelqu'un qui vient de conclure une mauvaise affaire et qui s'éloigne de la table sans un regard en arrière. Je me suis arrêté. Ma main planait sur le métal froid de la poignée de la porte d'entrée. Derrière moi, la voix de mon père résonnait, faisant écho sur les murs étroits du couloir. Très bien, va-t'en. On n'a pas besoin de ta charité. On prendra juste la ligne de crédit sur fonds propres complète sur la maison demain matin. On hypothéquera cet endroit jusqu'à la moelle si nécessaire. On n'a pas besoin de ta permission pour utiliser notre propre propriété. C'était la phrase. C'était le déclencheur. J'aurais pu m'en aller.
J'aurais pu les laisser aller à la banque et faire face à l'humiliation du rejet par eux-mêmes. Mais je n'étais pas seulement une PDG. J'étais une femme qui croyait à la nécessité de boucler les boucles. Je me suis retourné lentement. Le couloir ressemblait à une soufflerie. L'air était chargé de l'électricité statique de leur désespoir. « Tu ne peux pas faire ça, papa, dis-je. » Mon père ricana, son visage un masque d'arrogance rouge et charnu. « Regarde-moi faire. C'est mon nom sur l'acte. » Je suis revenu vers eux. Je ne suis pas retourné au bureau. Je me suis tenu dans le hall, les forçant à s'entasser à l'embrasure de la porte comme des écoliers réprimandés. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti à nouveau l'enveloppe. Je leur avais montré la clé de mon avenir. Maintenant, j'allais leur montrer la chaîne de leur passé. J'ai sorti un document épais relié en bleu du dossier. Je l'ai brandi. La page de garde était estampillée du sceau du greffier du comté. En fait, dis-je, ton nom est sur l'acte en tant que bénéficiaire, mais le propriétaire légal de cette propriété est le Wright Family Preservation Trust, et tu n'es pas le fiduciaire. Mon père cligna des yeux. Il regarda le document, et une lueur de reconnaissance s'alluma dans ses yeux. Un souvenir d'il y a 5 ans, enfoui sous des couches de déni. Il ricana. C'est juste les papiers qu'on a signés quand ce procès est arrivé, celui avec l'entrepreneur. C'était juste pour protéger les actifs. Ça ne veut rien dire. Ça veut tout dire, le corrigeai-je. Te souviens-tu de qui tu as nommé comme fiduciaire? Tu n'as pas choisi Tiffany parce qu'elle avait 22 ans et venait de dépasser son compte courant pour la 3e fois. Tu n'as pas choisi maman parce qu'elle refuse de lire les petits caractères juridiques. Je fis un pas de plus. Tu m'as choisi, dis-je. Tu m'as choisi parce que tu disais que j'étais ennuyeuse. Tu disais que j'étais la seule qui aimait la paperasse. Tu pensais que j'étais un coffre-fort sûr et silencieux où tu pouvais cacher ta maison jusqu'à ce que la tempête passe. J'ai tourné à la page 14, clause 7, section B. J'ai lu à haute voix, le fiduciaire aura un pouvoir discrétionnaire unique et absolu concernant toute charge, hypothèque, privilège ou vente de la propriété en fiducie. Aucun bénéficiaire n'aura le pouvoir de mettre l'actif en garantie sans le consentement écrit exprès du fiduciaire. J'ai levé les yeux. Le silence dans le couloir était plus lourd que celui de la salle à manger. Ce n'était plus seulement de la gêne. C'était le son d'une lame de guillotine suspendue en l'air. Tu as signé ça en 2019, dis-je. Tu ne l'as jamais révoqué. Tu n'as jamais demandé à dissoudre le trust parce que tu aimais la protection fiscale qu'il te donnait. Eh bien, la protection vient avec une serrure et je détiens la clé. La main de ma mère vola à sa gorge. Tu veux dire qu'on ne peut pas prendre le prêt? Je veux dire que vous ne pouvez pas emprunter 5 $ contre cette maison sans ma signature, dis-je. Et je vous le dis tout de suite, en tant que fiduciaire de ce trust, je n'approuverai pas un prêt à haut risque pour financer un projet de dropshipping. La réponse est non. Tiffany laissa échapper un son qui était à moitié un cri, à moitié un sanglot. Elle trébucha en arrière contre le mur, son visage perdant toute couleur. Non, chuchota-t-elle. Non, non, non. Tu ne peux pas faire ça. Pourquoi, demandai-je en la regardant. Pourquoi la panique s'installe-t-elle maintenant, Tiffany? C'est juste un retard, non? À moins que. Je regardais les engrenages tourner dans sa tête. Je regardais la prise de conscience la frapper. À moins que tu ne l'aies déjà dépensé, devinai-je. Tiffany regarda le sol. Elle tremblait. J'ai dit à Jason, bégaya-t-elle. Jason, demanda mon père. Ton fiancé. Je lui ai dit que l'argent était sécurisé, cria-t-elle, sa voix montant à un ton hystérique. Je lui ai dit que ma famille me soutenait. Il a versé la compte pour l'entrepôt ce matin. Il a signé le bail. Si on ne vire pas les fonds d'ici mardi, on perd la compte. On perd tout. Il me quittera, papa. Il a dit qu'il avait besoin d'une partenaire qui apportait de la valeur à la table. Le rebondissement atterrit avec la force d'un coup physique. Mon père regarda Tiffany, l'horreur se dessinant sur son visage. Ma mère me regarda, ses yeux écarquillés de terreur. Ils ne demandaient pas seulement de l'argent. Ils étaient déjà dans le trou. Tiffany avait misé sur une promesse qu'elle n'avait pas obtenue. Comptant sur le fait qu'elle pourrait me contraindre à me conformer. Elle avait vendu ma conformité à son fiancé comme une affaire conclue.
Savannah. La voix de mon père se brisa. Il ne commandait plus. Il suppliait. C'était un son d'effondrement pathétique. Tu dois signer. S'il te plaît. Si elle perd cet acompte, c'est $50 000. On n'a pas $50 000 de liquidité. Ils la poursuivront. Ils poursuivront le trust, ajouta ma mère, se raccrochant aux branches. Ils ne peuvent pas poursuivre le trust, dis-je calmement. Tiffany a signé le contrat, pas le trust. Sa responsabilité est la sienne seule. Ma mère attrapa mon bras. Sa poigne était serrée. Désespérée. Tu ne peux pas laisser ça arriver. C'est ta sœur. Tu as des millions, Savannah. Des millions. Tu viens d'acheter une maison en espèces. Ce n'est rien pour toi. Signe juste le papier. Laisse-nous juste prendre le prêt. On le remboursera. Je le jure. J'ai regardé sa main sur mon bras. Je me suis souvenu du nécessaire de couture. Je me suis souvenu de la place froide au bout de la table. Je me suis souvenu des années de silence. J'ai retiré mon bras. Vous m'avez protégé, dis-je, ma voix calme et stable. Je savais que ce jour viendrait. Je savais que finalement, vos mauvaises décisions viendraient chercher mes ressources. C'est pourquoi j'ai gardé le trust actif. C'est pourquoi j'ai gardé les papiers, parce que je savais que vous ne liriez jamais les petits caractères jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le visage de mon père se tordit. Il abandonna la supplication et passa directement au venin. Tu as planifié ça, cracha-t-il. Tu es venu ici pour nous humilier, espèce de petite. Je ne le laissais pas finir. Je suis venu ici pour voir si vous aviez changé, dis-je. Vous n'avez pas changé. J'ai remis le document dans l'enveloppe. J'ai refermé le fermoir. Maintenant, voici l'offre, dis-je. Et c'est la seule offre que vous obtiendrez. Ils me fixèrent, piégés entre leur ruine et ma miséricorde. Je ne dissoudrai pas le trust, dis-je. La maison reste protégée. Cela signifie que vous avez un toit sur vos têtes que vous ne pouvez pas jouer sur des cristaux et du coaching de style de vie. Vous me remercierez pour ça quand vous aurez 80 ans. Mais Tiffany, commença ma mère. Tiffany s'occupe de son propre gâchis, dis-je. Si elle a menti à son partenaire commercial, elle peut lui expliquer. Si elle perd la compte, elle apprendra une leçon sur le fait de dépenser de l'argent qu'elle n'a pas. J'ai regardé Tiffany. Elle pleurait silencieusement maintenant. Le combat complètement drainé d'elle. Quant à moi, continuai-je, je pars. Vous ne me contacterez plus pour demander de l'argent. Vous n'utiliserez pas mon nom pour obtenir du crédit. Vous ne direz pas à vos parents ou à vos investisseurs que je suis une partenaire silencieuse. Si j'entends un murmure, un seul murmure que vous utilisez ma réputation pour escroquer les gens, je vendrai cette maison dessous vos pieds. Le trust me donne le pouvoir de liquider les actifs si les bénéficiaires se révèlent financièrement incompétents. Ne me testez pas sur la définition d'incompétent. La menace flottait dans l'air. Absolue et terrifiante. Ils savaient que je ne bluffais pas. Ils avaient vu le relevé de clôture. Ils savaient que je parlais la langue des contrats mieux qu'ils ne parlaient la langue de la famille. Je me suis retourné vers la porte. Cette fois, personne n'a essayé de m'arrêter. Personne n'a crié. Le silence était total. Mon père s'affaissa contre le mur. Un vieil homme vaincu par ses propres petits caractères. Ma mère tenait Tiffany, toutes deux me regardant comme si j'étais un monstre qu'elles avaient accidentellement créé dans leur sous-sol. Peut-être que je l'étais. J'ai ouvert la porte et j'ai laissé l'air froid de l'hiver entrer, purifiant l'atmosphère viciée de la maison. Vous pensiez que j'étais revenu pour montrer mon argent, dis-je, m'arrêtant sur le seuil. Vous aviez tort. Je les ai regardés une dernière fois. Je n'ai pas seulement de l'argent. J'ai un moyen de pression. Et sur ce, je suis sorti dans la nuit, laissant la porte grande ouverte derrière moi. Les accusations me frappèrent dans le dos comme des pierres alors que je descendais les marches du perron. Ils ne m'ont pas poursuivi avec des excuses. Ils m'ont poursuivi avec des insultes. C'était l'explosion finale d'une dynamique qui avait été sous pression pendant des décennies. Et maintenant que le seau était brisé, la toxicité se répandait partout. Tu es ingrate, cria ma mère depuis l'embrasure de la porte,
serrant son châle en cachemire comme s'il pouvait la protéger de la froide vérité que je venais de livrer. L'argent t'a changé, Savannah. Il t'a rendu cruel. Mon père était juste derrière elle, son visage un masque de rage violette. Tu es égoïste. Tu l'as toujours été. On aurait dû savoir que tu nous tournerais le dos. Tu penses que tu es meilleur que nous maintenant. Tu n'es rien sans cette famille. J'ai atteint le bas des marches et je me suis arrêté. L'allée de gravier était sombre, éclairée uniquement par le projecteur à détecteur de mouvement qui vacillait au-dessus du garage. Je me suis retourné une dernière fois. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je les ai simplement regardés, deux personnes rétrécissant au loin, encadrées par la peinture écaillée de la maison qu'ils ne possédaient plus vraiment. J'ai levé 3 doigts. Dis-je, ma voix portant clairement à travers l'air vif de l'hiver. Vous m'avez ignoré pendant 20 ans, sauf si vous aviez besoin de quelque chose à réparer. Vous m'avez traité comme un fantôme dans ma propre maison. J'ai baissé un doigt. 2. Vous m'avez invité ici aujourd'hui non pas pour renouer, mais pour me liquider. Vous avez vu une fille et vous avez pensé voir un compte en banque. Vous vouliez mon argent, pas ma présence. J'ai baissé le 2e doigt, n'en laissant qu'un debout. Et 3, je ne vous détruis pas. Je refuse simplement de vous sauver des conséquences de votre propre cupidité. J'ai baissé la main. Si vous me contactez à nouveau, dis-je, ce sera par l'intermédiaire d'un avocat. Si vous me harcelez, je déposerai une ordonnance restrictive. Si vous me calomniez auprès de la famille élargie, j'appliquerai les conditions complètes du trust et je vous expulserai pour mauvaise gestion de l'actif. Ce n'est pas une négociation. C'est la fin. Je leur ai tourné le dos. Alors que je tendais la main vers la poignée de ma voiture de location, mon téléphone a commencé à vibrer dans ma poche. Il a vibré 1 fois, 2 fois, puis un flux continu de notifications. Je l'ai sorti. C'était le chat de groupe familial. Tante Linda avait été activée. Comment as-tu pu faire ça à ta sœur à Noël, disait le SMS. La famille est de la famille. Je suis si déçu de toi. Puis, oncle Jerry, ton père dit que tu les coupes des vivres. C'est froid, Savannah, même pour toi. Puis une cousine à qui je n'avais pas parlé depuis 6 ans, waouh. Riche et sans cœur. Joli look. Ils ralliaient les troupes. Ils essayaient de tourner le récit avant même que je ne quitte l'allée. Ils voulaient me noyer dans la honte. Mais ils avaient oublié que j'étais une ingénieure. Je savais comment déconnecter un circuit défectueux. Je n'ai pas répondu. Je ne me suis pas défendu. J'ai tapoté le haut de l'écran. Sélectionné tout. Bloqué. J'ai ouvert le chat de groupe. Quitter la conversation. J'ai ouvert mes paramètres de médias sociaux et j'ai basculé mon profil en privé, bloquant chaque personne qui partageait mon nom de famille. Cela a pris 30 secondes. En une demi-minute, j'avais coupé les vrilles numériques qu'ils utilisaient pour se nourrir de mon énergie. Le téléphone a cessé de vibrer. Le silence est revenu. C'était magnifique. J'ai regardé la maison une dernière fois. Tiffany se tenait maintenant à l'embrasure de la porte, sanglotant bruyamment, se drapant sur le cadre de la porte comme une héroïne tragique dans un mauvais feuilleton. Elle attendait que les voisins regardent. Elle attendait que quelqu'un vienne la réconforter, lui dire qu'elle était la victime et que j'étais la méchante. Mais la rue était vide. Les voisins étaient à l'intérieur de leur propre maison, vivant leur propre vie. Personne ne venait la sauver. Le public pour lequel elle jouait n'existait pas. Je suis monté dans la voiture et j'ai claqué la portière. Le son était final, comme la fermeture d'un coffre-fort. J'ai démarré le moteur, j'ai augmenté le chauffage et j'ai reculé dans l'allée. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur. J'ai gardé les yeux sur la route devant moi, regardant les phares couper l'obscurité alors que je m'engageais sur l'autoroute, mettant des kilomètres entre moi et le poids étouffant de mon enfance. Mon téléphone a de nouveau vibré, une seule vibration solitaire. Mon cœur a fait un bond pendant 1 seconde, pensant que j'avais manqué un numéro à bloquer, mais quand j'ai jeté un coup d'œil à l'écran, le nom sur la notification n'était pas un Wright. C'était Elena. Joyeux Noël, patronne, disait le SMS. On est au bar du coin sur la 4e. Marcus paie des tournées et se vante de tes projections pour le T4. Rentre à la maison. Il y a une place gardée pour toi. Tu nous manques.
J'ai senti une boule se former dans ma gorge. Mais ce n'était pas douloureux. C'était la douleur douce et vive de la gratitude. Rentre à la maison. 2 mots que mes parents avaient utilisés comme un piège. Mais que mes amis utilisaient comme un abri. Ils ne voulaient pas de mon argent. Ils me voulaient, moi. Ils voulaient la Savannah qui buvait de la bière bon marché et riait des mauvaises blagues de code. Ils me voyaient. J'arrive, ai-je répondu par SMS. J'ai appuyé sur l'accélérateur et la voiture de location a bondi en avant. Je ne fuyais pas. Je conduisais vers quelque chose. 6 mois plus tard, Northlight Gridworks annonça l'acquisition d'un concurrent plus petit. C'était une mesure agressive, qui consolidait notre domination dans le secteur de l'énergie du nord-ouest du Pacifique. Je me tenais dans mon bureau, regardant l'horizon de Seattle à travers une baie vitrée du sol au plafond. La pluie fouettait la fenêtre, mais à l'intérieur, c'était calme, chaud et contrôlé. Mon portefeuille avait grandi. Mes biens immobiliers s'étaient étendus. La maison de Queen Anne était maintenant entièrement meublée. Un sanctuaire de paix où personne ne criait et où personne n'exigeait rien que je ne sois prête à donner. J'ai entendu par ouï dire, d'une cousine éloignée que je n'avais pas bloquée parce qu'elle ne parlait jamais à mes parents, que le récit à la maison avait changé. Mes parents disaient aux gens que j'étais trop occupé par ma petite carrière pour rendre visite. Ils ont dit aux voisins que le lancement de l'entreprise de Tiffany était retardé en raison des conditions du marché. Ils n'ont jamais mentionné le trust. Ils n'ont jamais mentionné le refus de prêt. Ils ont tissé une toile de mensonges polis pour couvrir les trous de leur réalité. Ça ne me dérangeait pas. Je n'étais plus un personnage de leur histoire. Je m'étais retiré de leur scénario. Mon assistante frappa à la porte. Madame Wright. Le conseil est prêt pour vous. Je me suis détourné de la fenêtre. J'ai lissé mon blazer. J'ai pris ma tablette. Je me sentais légère. Je me sentais puissante. Je me sentais entière. Au dîner de Noël, ma famille a offert des cadeaux à tout le monde sauf à moi. Ils pensaient qu'ils me punissaient. Ils pensaient qu'ils me mettaient à ma place. Mais ils avaient tort. En m'ignorant, ils m'ont donné la clarté dont j'avais besoin pour couper le dernier fil. En essayant de m'utiliser, ils m'ont forcé à revendiquer mon pouvoir. Ils ont offert à tout le monde des parfums bon marché et des gadgets en plastique. Mais cette nuit-là, alors que je m'éloignais de la maison qui ne m'avait jamais semblé être un foyer, j'ai réalisé la vérité. Ils ne m'ont rien donné. Et ce faisant, ils m'ont permis de m'offrir le plus grand cadeau de tous. Je suis parti avec ma dignité, ma santé mentale et mon empire absolument intact. Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire.